Une tempête de neige fait rage. Il a extrêmement froid. Ses jambes s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Joe Labelle, chasseur expérimenté, se fraye un chemin dans la forêt en protégeant son visage face au vent. Toute autre personne serait déjà tombée en criant de désespoir, mais pas Joe Labelle. Il peut survivre en toutes circonstances et sait toujours quoi faire. En ce moment, il se dirige vers l'un des villages de l'extrême nord du Canada. Ce petit village est situé au bord du lac Anjikuni. Ses habitants sont des Inuits, peuple indigène d'Amérique du Nord. Joe n'a pas mangé ni bu depuis longtemps. Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil et d'un repas chaud. Il espère que les habitants seront hospitaliers. À travers les arbres et la brume blanche, il aperçoit les silhouettes des tentes. De la fumée s'échappe de quelques habitations. Joe arrivera probablement à temps pour le déjeuner. Au moment où il arrive, le vent se calme. Le blizzard a pris fin. Le chasseur accélère et découvre le village au bord du lac gelé. C'est étrange, mais il n'y a d'habitants nulle part. Les gens sont probablement tous chez eux, dans l'attente que le temps s'éclaircisse. « Il y a quelqu'un !» crie Joe, mais il n'obtient aucune réponse. « Tiens, de la fumée s'échappe de cette tente !» Joe signale sa présence, mais personne n'ouvre. Il frappe plusieurs fois, puis entre. La tente est vide. Tout est à sa place. Il y a un morceau de tissu avec des aiguilles et du fil sur la table. Du bois brûle dans la cheminée. On dirait que les gens viennent à peine de partir. Joe entre dans la tente suivante et c'est la même chose. Tout est à sa place, mais il n'y a personne. Joe dépasse les tentes et découvre une fosse où brûlait il y a peu un feu de camp. Au-dessus, il y a une corde à laquelle est suspendu un morceau de viande. Pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont pas mangé. Le lac Anjikuni fait partie d'une chaîne de cours d'eau. Les Inuits y pêchaient et y échangeaient diverses marchandises. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais aujourd'hui, quelque chose a forcé les gens à quitter leur maison. Pourquoi ont-ils abandonné toutes leurs affaires et où sont-ils allés? Il n'y a aucune trace autour du village. Tous les traîneaux sont encore là. Les Inuits ont même laissé leurs chiens. Les chiens les aident à chasser et tirent les traîneaux. Personne ne laisserait ses vêtements chauds et ses chiens en partant d'ici, surtout par mauvais temps. Joe Labelle sait tout cela et en conclut que quelque chose de terrible s'est produit. Son corps tremble, non pas de froid mais de peur. Il parcourt le village entier et ne trouve absolument personne. Terrifié, il s'en va, se dirige vers le poste télégraphique le plus proche et envoie un message à la police. Au bout d'un certain temps, les gens commencent à arriver. La police essaie de retrouver les personnes disparues et de comprendre ce qui s'est passé, mais en vain. Près du village, ils trouvent une tombe vide. Lors de la cérémonie, les Inuits ont placé des pierres autour du lieu de sépulture. Ces pierres sont intactes, ce qui signifie qu'aucun animal n'est passé par là. Que s'est-il donc passé? Une trentaine de personnes vivaient dans ce village. Elles ont toutes disparu. Les habitants des villages voisins ne sont d'aucune aide. Ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé. La seule chose que la police a remarquée, ce sont d'étranges lumières bleues. Dans cette région, les aurores boréales sont un phénomène courant. Les habitants de la région aperçoivent souvent une lueur dans le ciel étoilé. Mais aujourd'hui, c'est différent. La lumière clignote. Les chasseurs du coin ont vu quelque chose de similaire. Ils disent que des choses étranges volèrent dans le ciel. Tout cela s'est passé en 1930. Près de 90 ans se sont écoulés depuis la disparition du village et de nombreuses théories ont vu le jour. Selon l'une d'elles, ce serait le fait d'une civilisation extraterrestre. Cette théorie dit que les lumières bleues que les habitants et la police ont vues dans le ciel étaient des vaisseaux spatiaux. On pense qu'au cours d'une nuit sinistre, ces vaisseaux seraient descendus jusqu'au village et auraient emporté tous les habitants. Voilà pour la version science-fiction. Il y a en d'autres plus réalistes. Des internautes ont découvert que Joe Labelle n'avait pas de permis de chasse.
Peut-être n'était-il pas un professionnel après tout et a-t-il tout inventé. Mais à l'époque, peu de chasseurs avaient leur permis. Joe reste donc un témoin fiable. En remontant à la source de toutes ces informations, nous découvrons des livres et quelques articles de journaux des années 30. Et aucune de ces sources ne vient confirmer que l'histoire mystérieuse du lac Anjikuni est vraie. Cette histoire a-t-elle donc été inventée de toutes pièces? Quittons maintenant les neiges du Canada pour les chaudes plaines de l'Inde. Dans ce grand pays, il existe un village sinistre où des personnes ont également disparu sans laisser de traces. Cela s'est passé dans la première moitié du 19e siècle. Aujourd'hui encore, les habitants évitent cet endroit car ils le croient hanté par des forces maléfiques invisibles. Découvrons donc l'histoire du village de Kuldara. Il est situé dans le district du Rajasthan. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un taxi jusqu'au village ou à la ville la plus proche. Le village est situé loin de toute civilisation, il a l'air désert. Il n'y a que des ruines. On dirait que des archéologues viennent de l'abandonner. Mais il ne s'agit pas d'une cité antique. Le village a été déserté il y a plus de 200 ans. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était un endroit prospère. Kuldara était un grand village. Ses habitants étaient pour la plupart des agriculteurs. Ils vendaient leurs produits agricoles. Et puis, une nuit, tout a changé. Les gens ont abandonné leurs maisons et leurs affaires et se sont enfuis. Personne ne sait pourquoi. Et personne ne sait où ils sont allés. On n'a jamais revu les habitants de Kuldara. Hormis les touristes, les visiteurs sont extrêmement rares. Les habitants du coin sont persuadés que le village est maudit et qu'il abrite des activités paranormales. Si vous interrogez les résidents des villes voisines, ou si vous cherchez des informations sur Internet, vous découvrirez quelques légendes. Une version populaire dit que les gens ont quitté le village à cause du manque d'eau. Cependant, cela n'explique pas pourquoi ils sont partis en pleine nuit en abandonnant toutes leurs affaires. Selon une autre version, les villageois se seraient enfuis pour sauver la fille du chef de Kuldara. Un chef voisin était tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. Il menaça les habitants de graves conséquences si la jeune fille le rejetait. Et il leur donna une seule journée pour prendre une décision. Les habitants refusèrent de se plier à sa demande. Par solidarité, ils décidèrent de quitter le village avec le chef et sa fille. Mais si c'est vrai, pourquoi personne ne les a-t-il vus partir? Un autre village a forcément dû les accueillir. En outre, ils auraient eu besoin de leurs affaires. Voilà le point commun entre Kuldara et le lac Anjikuni. Les gens ont quitté un endroit confortable pour une raison inconnue. Une histoire similaire s'est produite en Irlande, dans un petit village de l'île d'Achille. Une quarantaine de maisons de pierre et de paille longeaient la vallée de Kim Bay. Dans des documents datant des années 1830, on mentionne ce village composé de quelques petites bâtisses. Mais aujourd'hui, il n'en reste pratiquement rien, à part quelques morceaux de murs et de petits monticules de terre. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village. Mais nous le connaissons grâce aux récits des écrivains voyageurs qui ont décrit l'incroyable beauté du lieu dans leurs journaux. Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont essayé de trouver des réponses. Ils ont fait des fouilles et ont découvert que les habitants ont certainement dû quitter leur village à cause de la faim ou d'une maladie. Bienvenue à Nome, une petite ville située au sud de la péninsule de Seward, sur la côte ouest de l'Alaska. Il fait froid, il neige, et aucune route ne relie cette ville aux autres villes de l'État. Et avec l'arrivée de la nuit, des habitants ont disparu sans laisser de traces. C'est peut-être pour ça que seulement 3500 personnes environ vivent là. Enquêtons sur cette affaire. Dans plusieurs villes, des gens disparaissent pour des raisons diverses. Mais c'est Nome qui a attiré l'attention du public. De 1960 à 2004, quelques 24 personnes y ont disparu.
Ce nombre est statistiquement trop élevé pour une si petite population. Les gens ne rentraient tout simplement pas chez eux le matin et personne ne savait ce qui leur était arrivé. Tous les habitants des petites villes comme Nome se connaissent. Il n'y a presque pas d'étrangers puisqu'il est si difficile de s'y rendre. Il n'y a pas de route ni de traversée en ferry. Toutes les routes partant de Nome se perdent dans de magnifiques paysages naturels vierges de toute présence humaine. Tu ne peux y accéder qu'en avion. Et ce n'est pas un avion de ligne, mais un petit biplan. Une autre façon d'y accéder est en motoneige. D'ailleurs, Nome est le point final de la célèbre course de chiens de traîneau appelée Iditarod. Tu peux aussi payer des habitants des villages voisins pour qu'ils t'emmènent à Nome en bateau à moteur. Malgré cet isolement, la ville est devenue très célèbre. La disparition fréquente de personnes a finalement attiré l'attention. Le monde entier a découvert Nome. Et en 2009, Hollywood a même fait un film sur le sujet. Pendant longtemps, personne n'a pu résoudre le mystère. La police n'a fait aucun indice, aucun témoin, rien. Les nuits sont longues en hiver, et l'air devient si froid que de l'eau dans un verre peut geler en quelques minutes. La neige peut tomber en abondance, et si quelqu'un quitte la ville pendant la nuit, la neige aura effacé toutes ses traces au matin. Bien sûr, les gens ont commencé à émettre des hypothèses. La plus populaire était celle d'une personne qui enlevait les gens de force. La police n'a trouvé aucune preuve que quelqu'un ait pu faire ça. Mais alors, si ce n'était pas un humain, c'était peut-être une bête sauvage. Là encore, la police n'a trouvé aucune preuve pour étayer cette théorie. Ensuite, certains ont commencé à émettre l'idée que des créatures venues d'autres planètes causaient ces disparitions. De nombreux habitants étaient sûrs que la ville était une destination populaire pour les vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'intrigue du film hollywoodien Phénomènes paranormaux est d'ailleurs basée sur cette version. Le temps a passé. Finalement, la police et le FBI ont lancé une enquête à grande échelle. Et ils ont fini par découvrir la vérité. Ils ont réalisé que les histoires de personnes disparues étaient exagérées. La popularité de Nome et le fait de parler constamment de choses fantastiques ont fait croire aux gens à la réalité de ces histoires. Ok, admettons que certaines de ces disparitions aient été inventées. Malgré tout, de nombreuses personnes ont réellement disparu. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? La réponse tient en deux mots, les bars et le mauvais temps. Les lieux de divertissement restent ouverts la nuit. Certains habitants s'amusent, puis finissent par quitter le bar pour rentrer chez eux. À ce moment-là, une forte tempête de neige peut se produire, réduisant la visibilité et créant des vents violents. Une personne peut alors simplement se perdre, et c'est tout. La vérité s'est avérée plus déroutante que la plupart des hypothèses. Le triangle des Bermudes est une vaste zone de l'océan Atlantique, si bien que la disparition de navires et d'avions à cet endroit ne semble pas si surprenante. Mais c'est beaucoup plus effrayant lorsque cela se produit sur un lac. Penchons-nous sur le cas du triangle du lac Michigan, situé entre les États du Michigan et du Wisconsin. Depuis plusieurs siècles, des choses terribles se passent ici. Les gens racontent les mêmes légendes sur cet endroit que sur le triangle des Bermudes. Ils ont signalé des phénomènes inexpliqués et ont vu des objets volant au-dessus de la surface du lac. Certains pensent que le triangle est un portail temporel. Bien sûr, aucune de ces théories n'a été confirmée, mais des choses étranges se sont produites dans la zone du triangle. L'une d'elles a eu lieu en 1950, lorsqu'un avion de la compagnie Northwest Airlines, transportant 108 passagers, a disparu sans laisser de traces pendant un vol au-dessus du lac. Des policiers ont vu une lumière rouge au-dessus du lac 2 heures après la dernière communication de l'avion. L'avion s'est probablement écrasé, mais les sauveteurs n'ont retrouvé aucun passager ni aucune épave. Tout ce qu'il restait, c'était une tache d'huile sur l'eau. De nombreux navires et bateaux ont disparu à cet endroit, mais l'un des cas les plus étranges s'est produit le 28 avril 1937. Il était minuit, et un bateau naviguait sur le lac. Le capitaine George Donner est allé se coucher dans sa cabine après une dure journée de travail. 3 heures plus tard, le navire s'approchait du port. Un des membres de l'équipage est allé dans la cabine du capitaine pour le réveiller. La porte était fermée de l'intérieur. Le marin a frappé, mais personne n'a répondu. Lorsqu'il a soupçonné que quelque chose était arrivé au capitaine, le marin a déverrouillé la porte. Il est entré dans la cabine, mais le capitaine n'était pas là. Il semblait s'être évaporé. L'équipage n'a jamais pu le retrouver. Depuis lors, la disparition étrange du capitaine George Donner reste inexpliquée. Voici David Paulides.
En 2008, il a terminé sa carrière de policier et a commencé à étudier la disparition mystérieuse de personnes en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il a découvert que la plupart des personnes disparaissaient dans les parcs nationaux des États-Unis. Au cours des 150 dernières années, plus de 1100 touristes s'y sont volatilisés. Beaucoup d'entre eux étaient des voyageurs expérimentés qui savaient comment survivre dans des conditions sauvages difficiles. Polydes a relaté ces disparitions mystérieuses. Il a souligné que certaines personnes supposées disparues ont ensuite été retrouvées vivantes. Elles se sont réveillées quelque part dans la nature et ne se souvenaient pas de ce qui leur était arrivé. Mais dans chaque histoire, le détail qui donne la chair de poule est que la plupart des personnes disparues étaient jeunes. Un autre détail est que beaucoup ont disparu juste avant un ouragan. Il y a encore trop de questions sans réponse dans cette affaire. La mer des Sargasses se trouve dans la partie nord de l'océan Atlantique. C'est la seule mer qui n'a pas de rivage sur Terre. On la qualifie de mer uniquement parce qu'elle est définie par les courants océaniques. De plus, des algues brun doré poussent au fond de cette zone, ce qui la fait ressembler à une tache orange au milieu de l'océan sans fin. La mer des Sargasses est devenue célèbre car au XIXe siècle, l'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire a navigué ici. En 1872, un brigantin naviguait en effet sur la mer des Sargasses. Son capitaine a repéré un autre navire à quelques kilomètres de là. Il a allumé un feu de signalisation, mais n'a reçu aucune réponse. Le capitaine a alors décidé de s'approcher pour découvrir ce qui s'était passé. Sur la coque du mystérieux navire était écrit le nom Marie Céleste. Le capitaine du brigantin et plusieurs membres de l'équipage sont montés à bord. Ils ont fait le tour du pont et ont regardé dans les cabines et la cale. Tout était à sa place, mais il n'y avait personne. La cargaison dans les barils n'avait pas été touchée, donc le navire n'avait pas été attaqué par des pirates. Les seuls éléments endommagés sur le navire étaient les voiles. Elles étaient déchirées en lambeaux. Tous les documents, sauf le journal de bord, avaient aussi disparu de la cabine du capitaine. La dernière entrée du journal de bord avait été ajoutée le 24 novembre 1872. L'équipage du navire n'a jamais été retrouvé, et ce n'était qu'un cas parmi d'autres. Au XXe siècle, des années 60 aux années 80, il y a eu de nombreux rapports de bateaux et de yachts vides flottant sur cette mer. De même, certains navires entiers ont disparu sans laisser de traces. Tous ces cas restent encore un mystère. L'une des hypothèses proposées veut que le courant à 4 côtés forme des entonnoirs d'eau. Ces tourbillons peuvent rapidement entraîner un bateau vers les profondeurs de la mer. Cela expliquerait la disparition des bateaux. Mais qu'en est-il des cas où le navire était toujours à flot mais sans son équipage ? Parfois, ces tourbillons d'eau peuvent aussi créer des tourbillons de vent, comme des mini-tornades. Et si ces tourbillons étaient assez puissants pour jeter les gens par-dessus bord et déchirer les voiles ? Un épais brouillard se lève sur l'océan tandis que le soleil descend lentement sur l'horizon. Il est difficile de voir à plus de quelques dizaines de mètres devant soi. Mais c'est suffisant pour distinguer une forme squelettique et imposante au loin. Alors que ton navire s'approche de la silhouette, ton cœur se met à battre plus vite. Et enfin, tu devines les contours d'un autre navire, abandonné à en juger par son apparence. Les bateaux fantômes existent, et leurs mystères n'ont pas toujours été résolus. Celui du MV Royita, par exemple. C'était un yacht de luxe, fait de bois et construit en 1931. Il est passé de main en main pendant plus de 20 ans avant d'être racheté par un marin des îles Samoa et d'être transformé en un navire marchand. En 1955, cependant, le service du Royita a connu une fin abrupte et mystérieuse. Le 3 octobre, il a pris mer pour un énième voyage commercial. Celui-ci n'aurait pas dû prendre plus de 48 heures. Les retards sont courants en mer. Alors que le Royita n'est pas arrivé comme prévu le 5 octobre, on ne s'en est pas tout de suite inquiété. Mais il n'est pas arrivé non plus le jour suivant. Et on ne détectait aucun signal de détresse, ni un quelconque signe de la présence du Royita entre ses points de départ et d'arrivée. Une équipe de recherche et de sauvetage a alors été envoyée pour retrouver le navire, et pendant 6 jours, elle a parcouru la zone de près de 259 000 km². Le 12 octobre, la mission est revenue à la base sans l'avoir retrouvé. Le Royita avait disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'un mois plus tard que les personnes à bord d'un autre navire marchand, le Tuvalu, ont repéré le navire disparu, dérivant loin de sa route en haute mer et gîtant fortement. Les marins sont montés à bord du navire et ont découvert que tout son équipage ainsi que ses passagers, 25 personnes au total, avaient disparu, de même que la totalité de la cargaison que le navire transportait.
Sa radio était réglée sur le canal de détresse international, ce qui signifie que l'équipage avait essayé d'appeler à l'aide. Mais il n'avait pu joindre personne car le câble radio avait été endommagé, limitant sa portée à guère plus de 3 km. Les canaux de sauvetage avaient également disparu, ce qui indique que les passagers avaient réussi à quitter le navire. Malheureusement, ils avaient emporté le journal de bord avec eux, laissant l'équipage de sauvetage désemparé et sans ressources pour leurs recherches. Aujourd'hui encore, le mystère du MV Royita n'a pas encore été résolu. Personne ne sait où l'équipage et les passagers sont allés, ni ce qui les a poussés à partir. Le SV Carroll à Deering n'est pas un bateau fantôme au sens habituel du terme. On ne l'a jamais vu en pleine mer. Au lieu de cela, il a été retrouvé sur un rivage, mais les circonstances de son échouage demeurent une énigme entourée de mystères. Le Carroll à Deering avait été construit en 1919 dans le Maine. C'était un grand navire conçu pour les voyages commerciaux. Malheureusement, malgré son coût de construction très élevé, il n'a servi qu'un an avant son dernier voyage. Le 19 juillet 1920. Le navire se rendait de Porto Rico à Rio de Janeiro via Newport News pour livrer une cargaison de charbon. Il était presque à mi-chemin de sa destination finale lorsque le capitaine est tombé gravement malade et l'équipage a fait demi-tour pour le déposer, lui et son fils, et lui trouver un remplaçant. Le voyage s'est déroulé sans incident, mais quand ils sont arrivés à la Barbade en décembre pour le réapprovisionnement, une atmosphère étrange régnait au sein de l'équipage. Le second ne semblait pas très content du nouveau capitaine. Personne n'y a prêté attention à l'époque, et peut-être on aurait dû y apporter plus d'importance. On a aperçu pour la dernière fois le Carroll à Deering en mer le 28 janvier 1921, lorsqu'un bateau-phare l'a repéré au large des côtes de Caroline du Nord. Il y avait de l'agitation sur le pont arrière du navire, où l'équipage n'était normalement pas autorisé. Puis, les passagers d'un autre navire l'ont aperçu, mais il n'y avait déjà plus personne sur les ponts. Le 31 janvier, le navire marchand a été retrouvé échoué dans les Diamond Shoals, un site tristement célèbre pour les nombreux naufrages qui s'y produisent depuis des siècles. Lorsque l'équipe de recherche et de sauvetage est montée à bord, elle a trouvé le navire abandonné, le journal de bord et les effets personnels de l'équipage disparus avec les 2 canots de sauvetage. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé à bord du Carroll à Deering en ce terrible mois de janvier. Selon la version la plus largement admise, une mutinerie aurait eu lieu. Nous ne découvrirons peut-être jamais la vérité. Le SS Baichimo est peut-être l'un des navires fantômes les plus remarquables de l'histoire. Ce grand cargo à vapeur a été construit en 1914 en Suède et a été en service pendant plus de 16 ans, échangeant des provisions contre dépôt avec les tribus natives d'Alaska et du Canada. Mais le 1er octobre 1931, le Baichimo s'est retrouvé pris dans la banquise. Au début, l'équipage a cru qu'il lui suffirait d'attendre et qu'il pourrait poursuivre sa route, car le navire s'est libéré en quelques jours. Mais moins d'une semaine plus tard, il s'est de nouveau échoué, et cette fois pour de bon. Une semaine après ça, une équipe de sauvetage a été envoyée pour récupérer 22 des membres de l'équipage du Baichimo, tandis que 15 autres resteraient à bord pour attendre que l'hiver passe et rentrer avec le navire. Mais un mois plus tard, après un puissant blizzard, les marins sont sortis de leurs abris pour découvrir que le navire avait disparu. Par chance, un chasseur autochtone leur a dit peu après que le Baichimo n'était pas encore perdu. Ils l'avaient vu à environ 72 km de l'endroit où ils étaient stationnés. Ils ont réussi à le retrouver, mais ont décidé que le navire ne survivrait pas à l'hiver. Alors ils ont emporté ce qui se trouvait de plus précieux dans la cargaison et l'ont abandonné. Ils avaient tort cependant. Le SS Baichimo a survécu à cet hiver, et aux nombreux autres qui ont suivi. Lorsque la glace s'est brisée, il a pris la mer tout seul, dérivant le long des côtes du Canada et de l'Alaska. Plusieurs personnes ont aperçu le bateau fantôme, parfois à la dérive en pleine mer, d'autres fois bloqué dans la banquise. À plusieurs reprises, des gens ont tenté de monter à bord et de le récupérer, mais les conditions météorologiques et le manque d'équipement les en ont chaque fois empêchés. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois par des autochtones d'Alaska en 1969, 38 ans après son abandon. Ce qu'il est devenu par la suite, nul ne le sait. L'histoire du SS Ouran-Médan est l'une des plus déroutantes et des plus déchirantes du XXe siècle. Personne ne sait même avec certitude si ce navire a jamais existé. Il n'a pas été enregistré dans le Lloyd's Register, le registre international des navires. Alors, soit il s'agit d'une histoire à dormir debout, soit le navire n'a jamais été enregistré officiellement, pour des raisons plutôt louches. Dans tous les cas, nombreux sont les récits sur le destin du Médan. Selon la plupart des témoignages, il transportait une cargaison dans les eaux indonésiennes, lorsqu'un appel de détresse a été reçu par un autre navire à proximité.
L'officier de service a entendu un message SOS, mais son contenu varie selon les versions. Le message ne s'est pas répété et l'équipage du Médan n'a répondu à aucune tentative de contact. Le navire qui a reçu l'appel de détresse s'est précipité à son secours, mais n'a atteint le navire que le lendemain, alors qu'il dérivait déjà et gîtait légèrement. Lorsque les sauveteurs sont montés à bord, ils ont constaté qu'aucun membre de l'équipage n'avait survécu. Cependant, il manquait un canot de sauvetage, ce qui veut dire qu'au moins un membre de l'équipage avait réussi à s'échapper. Ce qui est arrivé au reste des personnes présentes à bord demeure un mystère à ce jour. On ne sait toujours rien de concret sur cette histoire, et nous ne saurons peut-être jamais si le SS Orang Medan a réellement existé ou s'il ne s'agit que d'une fiction. Le SV Zebrina était une barge à voile, pourvue de 3 mâts, construite en 1873 pour effectuer des voyages commerciaux fluviaux en Amérique du Sud. Elle a servi pendant plus de 4 décennies, prouvant sa solidité et sa fiabilité. Elle a ensuite été transférée en Europe, où elle a continué son service de manière exemplaire. Mais en octobre 1917, le Zebrina a pris la mer pour un voyage ordinaire et a été retrouvé échoué quelques jours plus tard. Mystérieusement, étant donné que le navire était parfaitement intact, l'équipage de 5 personnes ainsi que le capitaine avait disparu. Il n'existe aucun témoignage direct, ni aucun fait concret sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. La théorie la plus convaincante est que l'équipage a été emporté par une explosion sous-marine. Et que le navire a ensuite pris la mer sans eux. Mais la vérité, comme toujours, demeure incertaine. Tu fais une randonnée dans les montagnes escarpées de Mammoth Lakes, en Californie. Le terrain est accidenté et difficile. La neige glacée rend la marche plus ardue. À mi-chemin, tu repères quelque chose qui sort de l'ordinaire. De loin, tu aperçois des objets éparpillés sur le sol rocheux. Tu te rapproches un peu pour y voir plus clair et tu découvres ce qui semble être les restes d'un avion. Il s'avère que ces débris appartenaient au pilote et détenteur de plusieurs records, Steve Fossett. Les autorités le recherchaient depuis presque 1 an. Personne n'a pu le retrouver et expliquer ce qui a provoqué le crash de son avion. Cela semblait être un vol si facile pour un pilote expérimenté. Alors, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Des années avant ce tragique événement, Fossett tentait un exploit bien plus risqué. Il essayait d'être le premier pilote à faire le tour du monde en solo dans une montgolfière. Peux-tu imaginer passer 2 semaines dans un minuscule panier dans l'unique but de battre un record du monde ? Si tu te poses la question, voici ce dont tu auras besoin pour faire le tour du monde. Un système de navigation solide, un riche sponsor et une endurance à toute épreuve. Même si les ballons sont les plus anciens véhicules volants, personne avant Fossett n'avait réussi à faire le tour du monde avec. Ce qui n'est pas étonnant, vu la difficulté de l'entreprise. C'est le premier jour de la 2e tentative de Fossett pour faire le tour du monde en ballon. Nous sommes en 1997 et une foule de curieux se rassemble à Saint-Louis, attendant le décollage. Le pilote entre dans le stade avec un grand sourire. Il n'a certainement pas l'air d'un aventurier qui tente de réaliser l'impossible. Mais c'est le voyage de sa vie. Pour se préparer, il s'est entraîné pour s'acclimater à une altitude de 3700 mètres. Les conditions sont rudes. Il vole dans une cabine non pressurisée et entre les nuages. Il semble peu probable qu'il réussisse à aller jusqu'au bout, mais il se lance. Le ballon s'envole dans les airs. La foule en dessous l'acclame et lui fait des signes d'adieu. Un vent d'environ 5 nœuds permet au ballon de décoller. Dès la première nuit, l'un de ses chauffages tombe en panne. Il gèle à l'extérieur de la cabine, mais il survit à la nuit. L'arme secrète de Fossett est le premier pilote automatique de ballon au monde. Il se sent seul là-haut et le besoin constant de concentration le fatigue très vite. La nuit, il allume le pilote automatique pour dormir un peu. Il allume les brûleurs selon une séquence programmée par ordinateur et maintient le ballon sur sa trajectoire de vol. Mais il doit quand même se réveiller régulièrement et actionner les brûleurs pour en modifier l'altitude. Après 3 jours, il obtient une première victoire. Il a traversé l'océan Atlantique. Il vole en solo, mais une équipe l'accompagne au sol. Il communique surtout au moyen de courriels envoyés par satellite. À la fin de la première semaine, le centre de contrôle de la mission reçoit un email alarmant de Fossett. Des nuages sombres s'amoncellent à l'horizon. Il semble que la météo joue contre lui. Il peut voir l'orage depuis le ballon, mais il n'y a aucun moyen de prédire sa force. Fossett est déterminé à voler à travers les nuages malgré les risques.
Il vole à 300 mètres au-dessus du sol, sans aucune visibilité. D'une manière ou d'une autre, il réussit à passer. Son vol continue au-dessus de la Libye, de l'Iran et de l'Inde. Il semble que rien ne pourra l'arrêter maintenant, mais il est épuisé. Il ne sait pas combien de temps encore il pourra tenir. À l'intérieur du ballon, ses repas sont constitués de petites rations et il utilise un seau en guise de toilette. Malheureusement, il a perdu beaucoup de carburant en traversant l'Atlantique. À mi-chemin en Inde, le ballon s'écrase contre un arbre. Il a parcouru la distance stupéfiante de 15 500 km entre Saint-Louis et son lieu d'atterrissage. Cette fois, Steve Fossett n'a pas atteint son objectif, mais il n'abandonnera pas. Pour réussir enfin, il devait modifier sa stratégie. Son nouveau plan consistait à survoler l'hémisphère sud. C'est la première fois que quelqu'un tentait cela. Son idée était simple, dans la partie sud du globe, il volerait principalement au-dessus de l'eau. Cela l'aiderait à voler plus vite, car il n'aurait besoin que de l'autorisation de vol de 5 pays en cours de route. Si tu étais au sol pendant que Fossett passait, tu t'es peut-être demandé ce qu'était cet objet volant dans le ciel. Alors qu'il survolait le Cap, en Afrique du Sud, plus de 50 personnes ont déclaré avoir vu d'étranges objets volants. Désolé de vous décevoir, chers amis, mais ce n'était que Fossett et son ballon. Sa première tentative de faire le tour du monde en volant par l'hémisphère sud a presque réussi. Il a eu de la chance. Lorsqu'il a atteint l'Australie, il a attrapé un courant de jet qui l'a fait accélérer jusqu'à environ 115 nœuds, soit 3 fois la vitesse d'une gazelle. Le moral était au beau fixe, car Fossett avait déjà battu son record de distance en volant sur plus de 22 000 km. Sous ses pieds défilait le magnifique paysage australien, fait de déserts et de lacs asséchés. Il a traversé la côte australienne à 20h22 heure locale et son prochain atterrissage prévu était au Chili à plus de 12 000 km de là. Mais là encore, un énorme orage s'est mis en travers de son chemin. Après être entré dans l'orage, le ballon a montré à quel point il était fragile. Les éclairs et les vents violents ont déchiré le ballon. Cette fois, il n'a pas réussi à passer. Il est tombé dans l'océan alors que le ballon prenait feu. Une équipe de secours a attendu le matin pour partir à la recherche de Fossett et un avion Hercule l'a sauvé des eaux. Lors de sa 6e tentative, Fossett a enfin fait le tour du monde en ballon. La montgolfière Spirit of Freedom a atterri dans le Queensland en Australie après un vol de 2 semaines autour du monde. Il a volé à une vitesse de plus de 322 km/h et a parcouru plus de 31 000 km. Fossett l'a fait. Il a été le premier pilote solitaire à faire le tour du monde en ballon. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Peu après avoir battu ce record, il a voulu faire la même chose avec un autre véhicule. Il a convaincu Richard Branson, le propriétaire de Virgin Atlantic, de financer un avion à réaction unique, baptisé ensuite le Virgin Atlantic Global Flyer. Le 8 février 2005, le Global Flyer a décollé. Fossett a entrepris de faire le tour du tropique du Cancer, d'une longueur incroyable d'environ 37 000 km. Par chance ou par pure ingéniosité, Fossett a battu un autre record du monde. Il a surmonté une importante perte de carburant au début du vol et a réussi à revenir jusqu'à Salina, au Kansas, d'où il était parti. Cette histoire t'a donné envie de taquiner les nuages ? Fossett était un expert des aventures aériennes et des conditions extrêmes. C'est pourquoi sa disparition dans les montagnes de la Sierra Nevada était pleine de mystères. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'un pilote aussi expérimenté ne survive pas ? Le 3 septembre 2007, Fossett a décollé d'un ranch du Nevada avec son avion monomoteur nommé le Super Décathlon. C'était un vol simple et tranquille d'une journée qui a pris un sombre tournant. Fossett n'est jamais rentré au ranch. Une équipe de recherche et de sauvetage a été envoyée pour retrouver le pilote et son avion, mais elle est revenue bredouille. Ce n'est qu'un an plus tard qu'un randonneur a trouvé des affaires de Fossett près de Mammoth Lakes. Puis une recherche aérienne a permis de localiser les restes du biplace à une altitude de 3000 mètres. Le mystère a été résolu à l'aide d'une technologie avancée. Dans la première installation de soufflerie hexagonale au monde, les experts ont recréé les conditions météorologiques du jour du vol de Fossett. Ils ont essayé de comprendre si les courants descendants des montagnes de la Sierra Nevada auraient pu faire s'écraser son avion.
avec l'aide d'une réplique d'avion plus petite, ils ont fait une découverte troublante. Ce jour-là, la visibilité était normale, mais les courants ont fait virevolter l'avion comme une feuille. Un soudain courant descendant a très probablement désorienté Fawcett et lui a fait perdre le contrôle de l'avion, le faisant s'écraser directement sur les montagnes. Le moteur de l'engin n'était pas assez puissant pour surmonter le vent qui l'a fait s'écraser. Il s'avère que l'accident était entièrement indépendant du contrôle de Fawcett. La découverte des débris a permis de clore cette malheureuse affaire. À 32 km au sud d'Olympia, dans l'État de Washington, se trouvent d'étranges monticules herbeux de 2,50 m de haut et 9 mètres de large. Ils couvrent une superficie de près de 2,5 km². Ces petites collines sont connues sous le nom de monticules de Mima, et personne ne sait ce qui les a créées. Ils hantent les rêves des géologues depuis près de 200 ans. Les scientifiques débattent sur la cause exacte de l'apparition de ces monticules. Parmi les suspects principaux, on compte les tremblements de terre, les glaciers, les cheminées de gaz, le gonflement de l'argile et même les termites. En 1942, les géologues ont supposé que des rats à poche auraient pu créer ces monticules. En 1987, la théorie a été testée. De petits morceaux de métal ont été poussés dans les monticules et surveillés à l'aide de détecteurs de métaux. Lorsque les rongeurs ont creusé leur terrier, les morceaux de métal ont été poussés vers le haut. Un programme informatique a analysé ces résultats et il s'est avéré que de nombreuses générations de rats auraient effectivement pu former les monticules. Il leur aurait fallu des centaines d'années, mais la raison pour laquelle ils auraient poussé la Terre vers le haut, alors qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour la déplacer derrière eux, n'est pas claire. Jusqu'à présent, l'implication des rongeurs n'est encore qu'une théorie. Les scientifiques avaient l'habitude de considérer la forêt amazonienne comme un grand écosystème rempli d'arbres depuis des millions d'années. Pourtant, lorsque les anneaux de l'Amazonie de 5 mètres de large ont été découverts, cela a bouleversé toutes les théories. Ces anneaux ont prouvé que la région était très différente avant que les forêts ne commencent à y pousser. Elle ressemblait à une savane moderne. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de sol près des lacs, et les résultats ont montré que ce sol ne provenait pas d'une forêt tropicale, mais de terres arides. Cela pourrait signifier que les personnes qui vivaient ici avaient, selon toute vraisemblance, un environnement complètement différent de ce que les scientifiques pensaient encore. Les géologues étudient toujours les anneaux et essaient de comprendre à quoi ils ont servi. Connue sous le nom d'œil du Sahara, la structure de Risha est un objet en forme d'anneau de 48 km de large situé au milieu du désert. On a d'abord pensé que Risha était un site d'impact de météorites, mais désormais, les scientifiques pensent qu'il a été créé par l'érosion d'une colline ou d'une montagne. Elle s'est érodée avec le temps, mais a laissé derrière elle des couches d'anneaux rocheux qui étaient autrefois une montagne. L'œil est si proéminent que les astronautes peuvent le voir depuis la Station spatiale internationale. L'Antarctique est l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre. Mais la chose la plus étrange à son sujet pourrait se trouver profondément enfouie sous la glace. Jusqu'à il y a environ 60 ans, l'Antarctique était considérée comme une terre plate. Tout a changé en 1958, lorsque la chaîne de montagnes Gomburtsev a été découverte. Elle se cachait sous 3 km de glace et ses pics mesuraient plus de 3000 mètres de haut et toute la chaîne s'étendait sur 1200 km. Cela représente un tiers de la hauteur du mont Everest et environ la moitié de la longueur de l'Himalaya. Personne n'a jamais posé les yeux sur les montagnes Gomburtsev. La glace cache des vallées profondes et des pentes abruptes qui pourraient montrer à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d'années. En Antarctique orientale, le lac Vostok a été découvert en 2012 lors d'un forage. Les scientifiques ont trouvé un lac d'eau douce intact et non gelé sous plus de 3 km de glace. Les chercheurs pensent que des micro-organismes non découverts et des processus géochimiques uniques pourraient exister dans le lac. Après tout, il n'a pas vu la lumière du soleil ni été exposé à l'atmosphère de la Terre depuis plus de 15 millions d'années. Mais le forage dans le lac risque de ruiner l'écosystème qui se trouve en dessous et de contaminer l'un des derniers endroits intacts de la planète. Il y a une anomalie de 106 mètres dans l'océan Indien, connue sous le nom de dépression géoïde de l'océan Indien, IOGL en anglais. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses failles en eau profonde et les réservoirs de magma perturbent le champ magnétique dans cette zone. La gravité de la Terre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs de chercher des modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement des matériaux plus denses en dessous et vice-versa.
Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une bosse dans le manteau de la planète qui remonte jusqu'à sa croûte. La grotte des cristaux se trouve dans l'état mexicain de Chihuahua. Ces cavernes sont remplies d'étonnants cristaux de gypse qui sillonnent toute la zone souterraine. Les grottes ont été découvertes en 2000 lorsque des ouvriers drainaient l'eau d'une mine de zinc. C'est alors qu'ils sont tombés sur ces structures étincelantes. Les cristaux étaient si purs et si grands, environ 10 mètres de long, et avaient des bords si tranchants que les géologues ne pouvaient pas les dater en utilisant les méthodes conventionnelles. Heureusement, les chercheurs ont découvert des échantillons de bactéries vieilles de 50 000 ans dans l'une de ces structures complexes. Il était extrêmement difficile de travailler dans les grottes, les températures y atteignaient 58 degrés Celsius et l'humidité était extrêmement élevée. Les scientifiques avaient besoin d'un équipement de refroidissement spécial pour descendre dans la grotte, même s'ils ne faisaient que de courts voyages. Malheureusement, l'entreprise propriétaire de la mine a choisi d'inonder à nouveau le réseau de grottes, empêchant toute étude supplémentaire. À environ 720 km de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces rochers ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif créé par la nature a été baptisé « Rocher des 3 baleines ». Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre a changé. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le système de sentiers autour du rocher des 3 baleines, tu y trouveras des chutes d'eau et une faune et une flore abondantes. Les locaux surnomment le cratère de Patomsky, situé en Sibérie, le nid de l'aigle de feu. C'est un gigantesque monticule calcaire de 150 mètres de large et 40 mètres de haut. Rien ne pousse à proximité ou sur son sommet, et les animaux font de leur mieux pour éviter cet endroit. Découvert pour la première fois par des géologues en 1949, on pense que le cratère a environ 500 ans. La théorie la plus probable de son origine est une explosion de vapeur. Elle aurait pu se produire pendant une période d'expansion rapide du gaz dans la région. Les scientifiques pensent que le nid de l'aigle de feu pourrait être un volcan à gaz très rare. De gigantesques stocks de gaz pourraient avoir été piégés dans les profondeurs de la Terre. Cela aurait pu se produire à cause du calcaire qui se forme autour de ces stockages et qui crée une immense pression. Une libération soudaine du gaz stocké aurait pu former ce trou gargantuesque dans la forêt environnante. Le lac Illier en Australie occidentale ne mesure que 610 mètres de long, mais sa couleur déconcerte les géologues depuis longtemps. Contrairement à la plupart des lacs roses du monde, le lac Illier a cette teinte rose toute l'année et elle n'est pas affectée par la lumière du soleil ou par la température. Si tu le regardes depuis le ciel, la couleur vive du lac contraste fortement avec le bleu environnant de la Grande Baie australienne. La véritable raison derrière la couleur unique du lac Illier n'est pas encore totalement comprise. Beaucoup supposent que cela a quelque chose à voir avec les microalgues présentes dans le lac. Ou bien il pourrait s'agir d'une réaction entre le sel et le bicarbonate de sodium présent dans l'eau. Les Chocolate Hills de la province de Bohol, aux Philippines, sont recouvertes d'une végétation verte et luxuriante pendant la majeure partie de l'année. Mais ces plus de 1200 monticules prennent une couleur brun chocolat pendant la saison sèche. C'est ce qui leur a donné leur nom. Étrangement, aucun arbre ou arbuste ne pousse sur elles. Un autre mystère est de savoir comment les monticules ont réussi à se développer de façon si symétrique. Il existe des mythes qui impliquent des géants jetant des rochers les uns sur les autres pendant des jours et des jours lors d'un combat. Les scientifiques pensent que les monticules de 45 mètres de haut ont été créés par l'érosion du calcaire empilé sur de l'argile. Mais à ce jour, le mystère de leur formation n'est toujours pas résolu. La Grande Discordance présente environ 1 milliard d'années de couches rocheuses manquantes. Elle apparaît dans toutes sortes de formations rocheuses dans le monde entier. Les scientifiques ont essayé de trouver les réponses à la question de savoir comment et quand cette énorme quantité de matériaux a pu disparaître. L'une des théories les plus plausibles implique les glaciers. Cela aurait pu se produire pendant la période connue sous le nom de Terre boule de neige. C'est à cette époque que la planète était entièrement recouverte de glace. Puis les glaciers ont arraché des centaines de milliers de tonnes de roches et de terre. Cela a laissé un gigantesque espace pouvant atteindre 1 km d'épaisseur entre les couches rocheuses voisines. Certains géologues pensent que la couche a disparu lorsque le supercontinent Rodinia s'est formé puis brisé. Situés sur les péninsules de Yamal et de Jidan, ces vastes trous de mines ont été découverts en 2014. Ils semblent continuer à changer et à évoluer. Les trous s'élargissent et les gens les trouvent plus souvent.
Bien sûr, les théories sur la façon dont ils sont apparus ne manquent pas. Les suggestions vont des impacts de météorites à l'activité d'autres civilisations. Mais l'explication la plus courante est que le méthane a réagi avec les particules d'eau après que le permafrost de la planète a commencé à fondre. Cela a entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Les cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est sûr. Bonjour courageux visiteurs, et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina la sorcière aurait du mal à gérer ses émotions devant ces photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y. La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas ? Mais regarde bien la photo, et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras. Il n'y a qu'une seule exception à cela, et c'est la femme de la deuxième rangée, qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne, ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée, et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda, qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère, Helen Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement. Alors, d'où vient cette main orpheline ? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams, qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943 et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. À l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium. Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie. Eva Carrière était l'une de ces médiums malhonnêtes qui utilisaient du papier mâché et des visages découpés dans des magazines et des journaux pour fabriquer du faux ectoplasme. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schrenck-Nossing, la montre en action pendant l'une de ses séances de spiritisme. Mais connaître toute l'histoire ne change rien au fait que cette photo peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle ait pu convaincre de grands noms comme Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de la série policière Sherlock Holmes, que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini, qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe.
Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Oldham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Oldham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit, bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ces nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école d'Oldham, qui est inscrite sur son blason, est la phrase latine « sapere aude », qui peut se traduire par « ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser. La chouette, sur le blason de la Manchester Grammar School, porte une bannière sur laquelle figure le mot « dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « Old Dom », qui est en fait une référence à Hugh Oldham. Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldham, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldham dans l'accent local qui se rapproche davantage de Oldham. Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques ? La quatrième photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée, et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier était d'utiliser un appareil photo daguerréotype qui était le premier appareil développé pour un usage commercial. Ces appareils avaient des temps d'exposition allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Il fallait donc rester parfaitement immobile pendant tout ce temps pour obtenir une photo nette. Mais comme tu peux l'imaginer, il n'est pas facile pour un enfant de rester immobile pendant une si longue période. Et tu ne peux pas non plus dire « prends la pose » à un bébé. C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née. Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture, ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en quatre pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher. Du moins, jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode. Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Batcave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect. Et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath. Une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre,
et c'est qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage. Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite. En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement, cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés, ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir l'échine lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier. Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte. Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuée de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique, il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant,
Un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abruptes. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit. Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. La vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude. Mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Le manoir de Madame Lalaurie, situé dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, a une sinistre réputation. Son ancienne propriétaire, Madame Delphine McCarthy Lalaurie, était une riche mondaine du début du XIXe siècle. La légende urbaine raconte qu'elle traitait très mal ses employés. La nuit du 10 avril 1834, le manoir de Madame Lalaurie commença à brûler. Madame et sa famille réussirent à s'enfuir, mais elle abandonna ses ouvriers, qui restèrent enfermés à l'intérieur de la maison. Les habitants, indignés par sa négligence, se rassemblèrent autour du manoir, brisèrent plusieurs murs et volèrent les biens laissés sur place. Après l'incendie, la famille Lalaurie se réfugia à Paris. Un autre hôtel particulier fut construit sur ce terrain de Louisiane. Mais on dit que les fantômes des employés de la maison sont restés enfermés dans la propriété. Ils ont tendance à déranger les personnes qui réclament justice. Aujourd'hui, la maison est privée, mais il est possible de réserver une visite guidée et entendre cette histoire en détail. D'ailleurs, le manoir et son propriétaire notoire ont joué un grand rôle dans l'anthologie American Horror Story. Bien que la série n'ait pas été filmée dans cette maison en particulier, l'actrice et réalisatrice américaine Kathy Bates y interprétait le rôle de Madame Lalaurie et a mis en valeur le caractère excentrique de cette femme célèbre. Jetez-y un coup d'œil, si vous n'avez pas peur. La destination suivante et totue aussi effrayante a également été présentée dans une franchise cinématographique. Amityville, la maison du diable. Selon les médias, cette maison de style colonial hollandais est située dans le village d'Amityville, dans l'État de New York. George et Kathy Lutz achetèrent cette propriété en 1975 pour $80 000. Ce modique prix s'explique par la tragédie qui s'était déroulée dans la maison un an auparavant. Une nuit,
Un jeune homme nommé Ronnie DeFeo, qui vivait dans la maison, avait assassiné tous les membres de sa famille. La famille Lutz commença à remarquer des activités étranges dans la maison, comme des odeurs fantômes, des températures déraisonnablement basses et des sons d'origine inconnue. Selon la famille Lutz, ils appelèrent un jour un pasteur pour éloigner les mauvaises vibrations. Mais ce dernier se sentit très mal pendant le rituel, et ses mains se mirent à saigner. Les Lutz s'enfuirent précipitamment de la maison. Leur histoire effrayante a inspiré Amityville. La Maison du Diable, un livre écrit par l'auteur américain Jay Hanson, et plusieurs films d'horreur à succès. Bien que la maison ait été reconstruite, elle existe toujours. Cependant, son adresse a été modifiée pour brouiller les pistes et éviter que des foules de touristes ne l'envahissent. Reconnaissez-vous cette maison d'apparence si paisible à Harrisville, dans le Rhode Island? Elle est connue pour être l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. La propriété a gagné sa réputation notoire après que de nombreuses personnes ont perdu la vie dans cette maison au fil des années. En 1970, la famille Perrons commença à vivre dans cette maison. Et la légende raconte qu'un être invisible vivait à leur côté. Au début, cet être mystérieux se montra sympathique, mais il devint ensuite un personnage sinistre. Les membres de la famille subirent des attaques physiques et souffrirent de maladies inexplicables. Ils invitèrent alors les célèbres chasseurs de mystères, Ed et Lorraine Warren, à enquêter sur cette affaire qui inspira par la suite un livre et le film Conjuring, les dossiers Warren sortis en 2013. En 2019, la propriété fut achetée par la famille Heinzens, qui enquêtait également sur des mystères. Eux aussi firent état des choses étranges qui se passèrent dans la maison et finirent par développer une activité prospère de tourisme fantôme. Ils finirent par vendre la propriété pour près d'1,5 million de dollars en 2022. Passons au Tennessee. La légende urbaine renferme une histoire effrayante qui commença en 1804. John Bell et sa famille quittèrent la Caroline du Nord pour s'installer dans cette ferme à l'allure paisible. Les premières années se passèrent sans problème. Mais au bout de 13 ans, la famille commença à vivre des événements terrifiants. Ils commencèrent par voir des ombres bizarres, ressemblant à des animaux autour de la ferme. Puis, ces mystérieux invités se mirent à chuchoter, puis à parler à voix haute. Un être mystérieux commença même à réveiller la famille la nuit et à les attaquer. Ils s'en prenaient particulièrement à leur jeune fille, Betsy Bell. Des mains invisibles saisissaient Betsy par les cheveux et la frappaient au corps. Lorsqu'elle grandit et qu'elle fut sur le point de se marier, l'être mystérieux fit tout pour rompre les fiançailles, clamant que Betsy ne serait pas heureuse avec son mari. La rumeur de ces événements effrayants se répandit dans tout le village. Les habitants commencèrent à se rendre à la ferme, espérant voir l'être mystérieux de leurs propres yeux. Ils l'appelèrent la sorcière à la cloche. De nombreuses années ont passé, mais les habitants croient toujours que le fantôme de la méchante sorcière vit en ces lieux et se cache dans une grotte près de la ferme. L'Ohio est l'un des États les plus notoirement hantés des États-Unis. L'un de ces lieux contribuant à cette réputation est la Mansfield Reformatory, une ancienne prison dont on dit qu'elle a abreuvé les personnes les plus effrayantes du pays. La prison a près de 130 ans. Elle a été fermée en 1990 et a rapidement gagné en notoriété, notamment après être devenue le lieu de tournage de Les Évadés. Et puisque nous sommes en l'Ohio, jetons donc un coup d'œil à un autre endroit effrayant. Par le passé, le parc d'attractions Chippewa Lake Amusement Park attirait de nombreux visiteurs avec ses nombreux manèges, ses montagnes russes et sa grande roue emblématique. Mais dans les années 1970, 100 ans après son ouverture, le parc fut contraint de fermer ses portes. Cette fermeture était due à un manque d'entretien et à une faible fréquentation du parc. Le parc a connu depuis de nombreux incendies. Aujourd'hui, il ressemble à un tas de ruines effrayantes envahies par les arbustes et la rouille. Mark Twain a vécu dans cette maison très particulière à Hartford, Connecticut, pendant environ 17 ans. C'est au cours de cette période qu'il a écrit Les aventures de Tom Sawyer et Les aventures de Huckleberry Finn. Aujourd'hui, cette propriété est devenue un musée en l'honneur de la vie de l'auteur. Mais elle est également connue pour ses phénomènes mystérieux. De multiples visiteurs ont en effet rapporté avoir entendu des bruits bizarres et vu le fantôme d'une femme en blanc. La partie la plus hantée de la maison est la salle de billard, où Twain avait l'habitude de se détendre. Et aujourd'hui encore, certains visiteurs affirment qu'ils peuvent sentir une odeur de fumée de tabac lors de leur passage. La Pennsylvanie regorge d'histoires terrifiantes. Malgré sa chic allure, ce manoir luxueux est vide depuis un certain temps. Son propriétaire, Peter Widener, en a achevé la construction après avoir perdu sa femme bien-aimée, Hannah, lors d'une tragique excursion en yacht à la fin du 19e siècle. Par la suite, Widener a perdu plusieurs membres de sa famille dans cette maison.
Il était suffisamment riche pour investir dans la construction du Titanic. Peut-être était-il fasciné par l'idée d'un navire insubmersible. Malheureusement, le fils aîné et le petit-fils de Peter ont tous deux perdu la vie lors du naufrage du Titanic. Finalement, le manoir fut abandonné, mais on dit que les fantômes de la famille Widner sont toujours là. En parlant du Titanic, Molly Brown, l'une des survivantes, est devenue célèbre pour avoir ramé sur un canot de sauvetage pendant environ 7 heures avant de pouvoir rejoindre un lieu sûr. Le manoir de Molly Brown, situé à Denver, avait une réputation effrayante. Elle possédait cette propriété hantée avec son mari, qui dirigeait une entreprise minière. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont rapporté avoir vu des fantômes de chats et des silhouettes humaines dévaler les escaliers de la maison. Les témoins de ces visions insistent sur le fait que quelque chose d'effrayant se passe derrière ces murs. Aujourd'hui, le manoir est devenu un musée. Vous pouvez donc aller le voir par vous-même. Et que diriez-vous d'une rencontre avec un fantôme effrayant lors d'une séance de shopping à Soho? La légende urbaine remonte à 1799. Une jeune femme, Gulielma Elmore Sands, tenta de s'enfuir avec son amant Levi Weeks. Ils étaient allocataires de la même pension. Environ 2 semaines plus tard, le corps de la jeune femme fut retrouvé au fond d'un puits dans le bâtiment qui abrite aujourd'hui un grand magasin Koss. Après cette horrible découverte, la police arrêta Levi. Bien qu'il ait été acquitté, on dit que le fantôme de Sands hante l'immeuble en guise d'avertissement aux autres dames. Le plus effrayant, c'est que le puits est toujours là et les clients peuvent le voir au sous-sol, à l'arrière du rayon homme. Accrochez-vous et entrez dans le célèbre magasin de jouets hantés de Sunnyvale, en Californie. La légende raconte que le terrain situé sous la propriété était autrefois une plantation appartenant à Martin Murphy. Celui-ci engagea un pasteur, Johnny Johnson, qui tomba amoureux de la fille de Murphy, Elizabeth. Mais celle-ci se fiança à un avocat. Johnny eut le cœur brisé et perdit la vie dans un accident alors qu'il coupait du bois. Aujourd'hui, on raconte que le fantôme de Johnny erre dans le magasin Toys R Us, à la poursuite de sa bien-aimée Elizabeth. Des clients et des employés rapportent avoir vu des objets se déplacer seuls, et entendu des bruits de pas mystérieux et même les chuchotements de Johnny sur l'interphone. Wow! Bien que tout le monde se rassemble, je vais vous parler du Manananggal, une charmante créature mythique du folklore philippin. On la décrit souvent comme une femme qui aime dévorer les femmes enceintes endormies. Mais accrochez-vous bien. Pendant la journée, elle est toute pimpante et a l'air d'une vraie poupée. À la nuit tombée, toutefois, elle dissocie son buste de ses jambes et déploie ses grandes ailes de chauve-souris pour s'envoler dans l'obscurité à la recherche de victimes. Et elle ne s'arrête pas aux femmes enceintes, non. Elle se sert parfois de sa beauté pour égarer les hommes et les emmener dans sa cachette secrète, où elle se régale de leur cœur, de leurs intestins et autres organes internes toute la nuit. Si vous rencontrez un jour le Manananggal et que vous voulez l'empêcher de rattacher son corps avant le lever du soleil, il vous suffira de saupoudrer ses jambes de sel, de cendre ou d'ail écrasé. Plutôt facile. Alors gardez un œil sur cette merveille et n'oubliez pas vos gousses d'ail. Maintenant, écoutez ça. Il existe dans le folklore allemand une créature assez dingue, l'Alp. En gros, c'est un vampire mélangé à un incube, et il porte un chapeau génial appelé le Tarnkap, qui lui donne toutes sortes de pouvoirs. Ce type s'attaque aux femmes la nuit en troublant leurs rêves. Il aime le lait maternel et suce le sang des hommes et des enfants. L'Alp peut se transformer en toutes sortes de choses, en chat, en cochon, en chien, en serpent et même en papillon. Il a aussi un mauvais œil qui porte malheur et rend malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous protéger en cachant un manche à balai sous votre oreiller, en orientant vos chaussures vers la porte, en accrochant des fers à cheval au montant de votre lit ou en plaçant un miroir sur votre poitrine. Et si rien ne marche, laissez la lumière allumée toute la nuit et mettez-lui un citron dans la bouche si vous le surprenez en train de faire la sieste pendant la journée. Voici le Pontianak, un fantôme effrayant du folklore malaisien. La légende raconte qu'il s'agit d'une femme qui serait décédée en couche et qu'elle voudrait maintenant se venger. Mais ce n'est pas un fantôme comme les autres. Elle a de longs cheveux noirs, des ongles pointus et une robe blanche tachée de sang. Et attention, car c'est aussi un maître du déguisement. Elle peut se transformer en une véritable beauté pour attirer ses proies avant de leur arracher les entrailles. Si vous sortez la nuit et que vous entendez des cris de bébé ou des rires féminins,
méfiez-vous. C'est peut-être le Pontianak qui vient vous chercher. Et si tout est silencieux, c'est peut-être qu'elle est juste au coin de la rue. Alors restez vigilants et ne vous laissez pas séduire par des femmes trop belles. Saviez-vous que selon la légende irlandaise, chaque famille a sa propre banshee? Apparemment, cette créature pousse un cri perçant lorsque l'un des membres de la famille est sur le point de mourir. Pas très subtil comme avertissement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce cri sinistre. Cette banshee est réputée être d'une beauté à couper le souffle, avec ses longs cheveux flottants et des yeux cramoisis à force de pleurer. On dit aussi qu'elle porte un châle gris sur ses vêtements verts. À la fois élégante et effrayante. Pourquoi pas? Certains disent même que la banshee peut se transformer en une douce jeune fille qui prédit le funeste destin de la famille en chantant « Hé, hé, hé !» Et si cela ne suffit pas à vous donner la chair de poule, on l'aurait aussi aperçu la nuit, recroquevillé dans les bois et pleurant à chaudes larmes. Une vraie fêtarde, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous entendrez un cri à vous glacer le sang au milieu de la nuit, n'oubliez pas que c'est peut-être la banshee de votre quartier qui passe par là. Je vais maintenant vous parler du Kalupilwit. Cette créature est le croque-mitaine de l'Arctique. Elle vit près de la banquise et a la réputation d'attraper les enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, ce mythe n'existe que pour la sécurité des petits. L'aspect de cette créature varie d'une main histoire à l'autre, mais il y a quelques points communs. Sa peau est verte et visqueuse, ses cheveux et ses ongles sont longs. Ses mains sont palmées et elle porte une doudoune en plume d'eider. Et attention à ces nageoires, l'une d'elles émet un son qui vous paralysera. Mais n'ayez crainte, vous pourrez vous en sortir. Des chasseurs inuits astucieux ont compris que s'ils demandaient au Kalupilwit de se transformer en phoque ou en baleine, ils pouvaient facilement en venir à bout et ramener une prise savoureuse à la maison. Miam. Certaines histoires racontent que ces créatures utilisent les enfants kidnappés pour prendre soin de leurs magnifiques cheveux. Un peu d'après-shampoing. D'autres disent que les enfants sont simplement dévorés ou servent de carburant à la jeunesse Kalupilwit. Mais voici une piquante anecdote. Il était une fois une grand-mère qui ne pouvait pas nourrir son petit-fils et qui demanda à un Kalupilwit de l'emmener. Les problèmes économiques de la tribu, une fois réglés, un jeune couple partit à la rescousse du petit garçon. Ils le trouvèrent attaché à des algues, mais chaque fois qu'il s'en approchait, le Kalupilwit le ramenait sous l'eau. Ils attendirent donc le lever du soleil pour le détacher. Les Kalupilwits sont peut-être effrayants, mais ils veillent bien sur les enfants. Et qui sait, peut-être vous donneront-ils des conseils pour vos soins capillaires. Voici maintenant le monstre chevalin le plus effrayant de toute l'Écosse. Le Nukelave ou Nukalave. Ce méchant garçon a un corps sans peau, une tête 10 fois plus grosse que celle d'un humain, et son haleine empoisonnée détruit les animaux et les récoltes. Il possède également des pouvoirs maléfiques qui peuvent semer le chaos dans toutes les îles. Mais n'ayez crainte, il existe une créature connue sous le nom de Meter of the Sea, qui peut contrôler cette bête terrifiante pendant les mois d'été. Le Nukelavi trouve ses racines dans le folklore nordique et orcadien et a été documenté pour la première fois au XVIe siècle par le mystérieux Joe Ben à l'aide de manuscrits latins. Ernest Marwick, écrivain et folkloriste orcadien, pense que cette créature marine maléfique est similaire au Nauk norvégien, au Nuggle des Shetland et au Kelpie métamorphe, ou Kelpido. Alors, si vous vous promenez en Écosse et que vous rencontrez ce type effrayant, n'oubliez pas de faire appel à la Meter of the Sea. Ce gars-là est le Sud-Africain Tokoloshi. Il ressemble à un gremlin, mais crois-moi, il est bien plus méchant. Apparemment, les sorcières et les chamans peuvent l'invoquer grâce à leur pouvoir magique, mais il existe des moyens de contrôler ce fauteur de troubles. L'un d'entre eux consiste à lui donner du lait caillé. Apparemment, c'est ce qu'il préfère, et à lui dégager la frange. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel à un sorcier qui utilisera sa bonne vieille magie pour l'exorciser. Dans le folklore sud-africain, le tokolosh peut se rendre pratiquement invisible en suçant un galet. Alors si vous voulez l'éloigner de chez vous, répandez du sel béni, aussi appelé sel de tokolosh, sur les cadres de portes et les rebords des fenêtres. Ou, pour plus de prudence, mettez des briques sous les pieds de votre lit. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Avez-vous déjà entendu parler de la chimère? Un véritable monstre. Cette femelle hybride qui crache du feu est composée de toutes sortes de parties animales. Son corps ressemble à celui d'un lion, sa tête à celle d'une chèvre, et sa queue se termine par une tête de serpent. Selon la mythologie grecque,
La chimère est l'enfant de Typhon et d'Échidna, et la sœur de Cerbère et de l'hydre de Lerne. Une belle petite famille, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, notre héros Bellérophon a réglé le problème. Le roi de Lycie l'envoya combattre la redoutable chimère. Et Bellérophon était un grand héros dont les monstres avaient très peur. La chimère n'était pas de taille pour notre ami et son fidèle Pégase. Même si le roi espérait secrètement que la chimère prenne le dessus sur Bellérophon, la justice l'a emportée et elle fut finalement vaincue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.